Donc, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir de commencer le cours en informatique de santé avec vous. Suleiman Savadogo et Dr. Lee ne va pas dispenser ses cours pour des soucis d'agenda. Mais dans tous les cas, c'est l'équipe. Une personne peut être disponible ou pas selon les cas. Donc, ne soyez pas surpris que l'enseignant prévu initialement dans l'agenda ne soit pas disponible pour dispenser les cours. Ça peut arriver selon nos plannings de ne pas être disponible au jour indiqué. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis à près de 400 km de Bamako. Donc, j'avais même des soucis pour m'assurer si j'avais accès à Internet. Mais Dieu merci, j'ai pu me connecter. Donc, ce premier cours va porter sur l'introduction à l'outil informatique. Donc, on va parler plus précisément du micro-ordinateur et les systèmes d'exploitation. Donc, ce sera un peu l'objet de notre premier cours. Je vais aussi inviter aux participants de fermer leur microphone pour qu'il n'y ait pas de parasites. Au moment venu, vous levez la main, on vous donne la parole, vous poserez votre question. Mais pour qu'on puisse mieux s'entendre, il faut couper le microphone. Doumbia, à l'occurrence, et Dr. Drissa Berté. Vous pouvez couper votre microphone, sinon je le ferai moi-même déjà. Voilà, je vais le faire pour Drissa, pour tout le monde. Voilà, comme ça, on va tous bien s'entendre. Et par la même occasion, le Techno Canon 11 peut changer son nom de participant pour que je puisse savoir qui c'est. Merci. Alors, dans le contenu, par rapport au micro-ordinateur, qui est le premier chapitre que nous allons voir dans ce cours, on va se rappeler des notions principales en termes de définition sur 2-3 points qui sont bons à savoir avant de se plonger dans le fond du cours. Par après, nous allons parler des différents composants qu'un micro-ordinateur peut avoir. C'est important parce que ces différents composants, des fois, on ne les reconnaît pas. Et c'est important, chaque composant ayant un rôle. Aussi, le langage informatique est bon à savoir, ça permettra de comprendre le processus de traitement du numérique. Et on va finir ce premier chapitre-là avec les différentes fonctions de la souris. Le deuxième chapitre qui va aborder les systèmes d'exploitation, on va tenter aussi de donner une définition, voir l'historique ou l'évolution des différents systèmes d'exploitation, ou du moins les plus connus dans ce sens-là, et terminer par les caractéristiques essentielles d'un système d'exploitation qu'on abrège en anglais OS pour Operating System. Alors, premier chapitre, le micro-ordinateur. Donc, en termes de définition, on a une définition, voire même on a des définitions des concepts. Par rapport à ce qui concerne l'informatique, par exemple, on a une définition assez littéraire, si on peut le dire comme ça. L'intérêt est que ça nous permet de comprendre tout le processus et aussi le matériel utilisé dans cette définition. Donc, c'est une définition qui paraît assez complète. Elle peut se départager d'une définition technique qui peut utiliser certaines terminologies qui elle-même peut avoir des difficultés à être comprises. Donc, la première notion ou la première définition qu'on a de l'informatique est une définition proposée par l'encyclopédie Larousse qui essaye de définir comme étant une science de traitement automatique et rationnel de l'information et que l'informatique nécessite de capter les informations par les organes d'entrée. Donc là, il va essayer de citer un certain nombre d'éléments par lesquels on fait la capture de l'information, comme le clavier. Et ça parle aussi de la transmission de cette information via des lignes dédiées. Ce sont ce qu'on appelle là les lignes de transmission. On stockera par la suite cette information dans les mémoires qui seront par la suite traitées dans une unité logique. Une unité logique qui est appelée implicitement le processeur ou qui est lui-même dans l'unité centrale de l'ordinateur. Donc, on voit par cette définition de l'informatique qu'on essaye de retracer le processus par lequel l'information numérique est capturée, transmise, stockée, traitée et ensuite restituée à l'utilisateur, mais aussi avec les différents matériels qui concourent à ce processus-là. Plus bas, on essaie de tenter aussi de donner des détails par rapport à l'architecture du système informatique qui, lui, va s'adapter
aux problèmes à résoudre parce que l'humain va avoir des problèmes et l'architecture informatique va essayer de répondre à ces problèmes ou de proposer des solutions à ces problèmes-là. Et ce qui va nous amener à parler souvent de système d'information. Alors, le traitement de l'information proprement dit est réalisé par l'unité centrale du système informatique. Donc, déjà, on ressort cette notion importante qui est l'unité centrale. Donc, vous avez déjà votre petite idée là-dessus, mais on va y revenir. Zombia, je coupe votre microphone. Alors, par la suite des définitions, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'ordinateur lui-même? Il est considéré comme étant une machine automatique ou dotée d'un certain automatisme de traitement de l'information qui va obéir à des programmes formés par des suites d'opérations arithmétiques et logiques. Alors là, on voit les notions essentielles en lien avec l'arithmétique et la logique. Donc, ça nous ramène plus loin à penser à la notion binaire. Donc, on peut entendre souvent que quand on parle d'ordinateur ou d'informatique, ce sont des traitements qui sont basés sur du binaire, qui ne sont donc que les séquences de 0 et de 1. Donc, qui parle de chiffres va parler forcément d'arithmétique, basé aussi sur des lois de la physique, soutenues par la logique. Une autre définition proposée pour un ordinateur, cette définition qui a été proposée par Santini et collaborateurs, qui dit que c'est une machine électronique programmable qui est capable donc de réaliser des calculs logiques sur des nombres binaires. Alors, donc, ces notions ressortent et la notion de calcul ressort. Donc, on retrouve presque les mêmes notions de la première définition proposée par Larousse que ceux proposés par Santini et ses collègues. Donc, on peut déjà penser que qui parle d'ordinateur va parler forcément d'une sorte d'automate, donc de machine électronique, et on parle aussi de calcul, et donc de calcul basé sur des chiffres. Donc, ça rappelle aux notions de binaire. Ça, c'est des notions fondamentales. Quand on aborde la question du fonctionnement d'un ordinateur, ce fonctionnement est basé sur une architecture. Et cette architecture se veut matérielle, qui se veut concerner le processeur, qui se veut aussi concerner les différents supports de stockage, et qui se veut aussi des interfaces utilisateurs, et ainsi les paramètres de connexion, entre autres, dont les fonctionnements sont soumis aux lois de la physique. Mais par après, Santini donne assez intéressante en disant que c'est une machine qui est capable de remplir des tâches différentes selon les instructions qui lui sont adressées. Alors là, ça veut dire que l'utilisateur est le maître de la machine qui va donc donner les instructions. Faites ci, faites ça, affichez-moi une photo, jouez-moi de la musique, traitez-moi ce texte-là, entre autres, suivez-moi ce fichier. Donc, c'est des instructions qui sont données et la machine est censée remplir ces différentes tâches qu'on lui donne. Donc, ces instructions, elles sont rédigées sous forme de programmes, donc de programmes informatiques par les geeks du domaine, les informaticiens, les programmeurs, en l'occurrence, ceux qui font les développements. Et ils sont traités en fin de course par le matériel. Donc, ça veut dire que traiter ces informations sous-tend à avoir le matériel nécessaire qui peut aussi traiter cette information. Et quand on parle de traitement, on parle déjà de la première notion qui est la notion de processeur. Donc, ça nous renvoie à la notion d'unité centrale. On a différentes terminologies dès lors qu'on parle d'informatique ou dès lors qu'on parle d'ordinateur. Ces terminologies souvent sont utilisées à tort. C'est l'intérêt d'en parler ici. Par exemple, le premier terme qu'on dit souvent, le PC, souvent vous allez vous rendre compte quand on vous dit « prêtez-moi votre PC », alors les gens vont penser que le PC, ça veut dire forcément un ordinateur de bureau, alors que non. Le PC veut dire personal computer, ça veut dire un ordinateur personnel. Donc, cet ordinateur personnel-là peut être un ordinateur bureautique ou alors un ordinateur portable. Donc, PC ne va pas forcément dire la catégorie de l'ordinateur. Donc, ça montre que c'est un outil personnel. Le desktop, à l'occurrence, nous précise bien qu'il s'agit d'un ordinateur de bureau ou un ordinateur bureautique. Le laptop, quant à lui, est un terme anglo-saxon dédié aux ordinateurs portables. Alors, l'USB aussi, lui, c'est un acronyme qui veut dire Universal Serial Bus, qui est un port standardisé, en fait, qui permet la transmission d'informations, mais de façon beaucoup plus rapide. Cette norme aussi, dans le temps, a évolué en augmentant considérablement les différentes vitesses.
C'est pourquoi nous rencontrons des USB avec des normes 2.0, des normes 3.0 selon la vitesse de transmission de l'information. Par après, on a la notion du plug and play. Alors, cette notion de plug and play nous rappelle à la notion brancher et utiliser. Ça veut dire que c'est des équipements qui sont prêts à être utilisés. Dès lors qu'on branche ces équipements sur votre ordinateur, eh bien, on est prêt à utiliser ces équipements-là. C'est par exemple vos téléphones que vous branchez et juste après, vous pourrez utiliser leur mémoire de stockage pour copier des fichiers. Ça peut aussi être vos appareils photo numériques. Si vous les branchez, vous avez accès au contenu ou des pointeurs, par exemple, que vous branchez pour pouvoir défiler vos diapositives. Donc, tous ces périphériques-là respectent la norme du plug and play. Le hardware, qui veut dire le matériel en anglais, désigne tout ce qui est matériel ou tout ce qui est physique parlant de l'ordinateur. Donc, tout ce qu'on peut toucher, voir, ça c'est toucher plutôt, ça c'est physique. Donc, que ce soit l'écran, le clavier, la souris, entre autres. Le software nous fait allusion à la notion abstraite de l'ordinateur, cette notion qui veut donc dire la partie immatérielle de l'ordinateur, encore une fois. Donc, ça, c'est tout ce qui nous renvoie à la notion software ou logiciel. Le bit, quant à lui, ça désigne la plus petite unité d'information qui peut être gérée, traitée par le numérique, par l'électronique. C'est comme le gramme, en d'autres termes, qui peut donc avoir à un moment donné ces multiples comme le gigabit ou bien le mégabit, entre autres. Donc, le bit, c'est l'unité de base, c'est l'unité de mesure de poids en informatique. Donc, ces notions-là, désormais, ne sont pas nouvelles pour vous et vous devez savoir donc les utiliser à des bons escients. À présent, les différents composants des micro-ordinateurs. Le micro-ordinateur, donc ce sont les ordinateurs que nous utilisons, bureautiques. Ça ne veut pas dire que c'est des ordinateurs miniaturisés, mais ce sont des ordinateurs que vous et nous utilisons quotidiennement en longueur de journée. Il se divise essentiellement en deux parties. On fait allusion notamment à l'unité centrale et les périphériques. Donc, quand on dit deux parties, on prend l'unité centrale et tout le reste sont considérés comme étant les périphériques. Donc, ça, c'est une première classification. Et l'unité centrale, qui est la partie la plus importante, c'est celle qui fait des calculs, parce que c'est elle qui contient un élément qu'on va appeler le processeur ou puce, qui est responsable de tout le calcul qui est fait sur l'ordinateur. La rapidité et tous les attributs qu'on donne à l'ordinateur en termes de traitement ou d'automatisme est lié à ce processeur-là. Et ce processeur-là est situé dans l'unité centrale. Ce qui fait de l'unité centrale la partie essentielle d'un ordinateur. Vient s'ajouter à cela les différents périphériques qui viennent donc nous permettre à l'utilisateur de faire entrer ou de faire ressortir ou visualiser l'information d'une manière ou d'une autre. On va essayer de schématiser cette classification. À la base, on a un ordinateur, d'accord? On a sa partie matérielle, puis on a sa partie logicielle. Ça, c'est une autre classification. Donc, ordinateur initialement divisé en unité centrale et périphérique, puis là, ordinateur divisé en partie matérielle, puis en partie logicielle. La partie matérielle est composée de l'unité centrale et des périphériques. La partie logicielle est composée des systèmes d'exploitation et les applicatifs ou le logiciel d'application, essentiellement. Quand on s'intéresse à la branche de l'unité centrale, on a là le processeur, on a par après la carte mémoire. Là, je ne suis pas exhaustif, je mets juste les informations ou les éléments importants. On a les lecteurs de disque, c'est-à-dire le disque dur. On a la mémoire RAM. Et puis, on peut avoir même la mémoire ROM, mais qui est branchée au fichier sur la carte mémoire. Et d'autres matériels qui sont sur l'unité centrale. Sur les périphériques, là, on a deux composants aussi, les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie, principalement. En considérant la branche logicielle ou virtuelle ou encore immatérielle, et en ce qui concerne les systèmes d'exploitation, on peut bien citer l'exemple le mieux connu qui est Windows. Mais il n'y a pas que Windows comme système d'exploitation. Nous avons aussi
Linux, qui est un système d'exploitation aussi connu, de même que macOS pour les fans des Mac, donc des produits de Apple. Il y a aussi d'autres systèmes d'exploitation qui sont peu connus du monde, mais ça ne se limite pas seulement à ces deux-là. Pour faire un petit détail encore sur les périphériques d'entrée, parce qu'on peut continuer, on peut citer par exemple le clavier qui est considéré comme périphérique d'entrée, de même que la souris. Et quant au périphérique de sortie, le moniteur ou l'écran est un bel exemple. Les haut-parleurs aussi sont des exemples pas à négliger parce que c'est grâce à ces haut-parleurs que vous m'entendez actuellement. Les imprimantes, vous le connaissez bien, c'est tout ce qui concerne à mettre sur papier une information traitée par un ordinateur. Donc, en somme, je reviens un peu en arrière, cette classification vous donne tous les détails de la catégorisation ou de la subdivision d'un ordinateur d'un point de vue, on va dire, matériel et logiciel. Par après, quand on regarde la composition de l'unité centrale, qui est la partie essentielle, comme je le disais tantôt, le cœur d'un ordinateur est constitué de son unité centrale. Pourquoi? Parce que ça contient le microprocesseur. Et l'unité centrale contient, en plus de microprocesseur, des mémoires. Et on parle d'une première mémoire qui est une mémoire qu'on peut aussi catégoriser comme une mémoire morte, parce que cette mémoire-là, elle n'est pas active. C'est celle qu'on appelle le read-only memory, qu'on abrège en ROM. Et on a aussi une mémoire qui est une mémoire vive, qui est appelée la mémoire RAM, Random Access Memory. L'avantage de cette mémoire RAM, déjà, son intérêt est que la rapidité d'un ordinateur dépend de cette mémoire-là. C'est pourquoi les ordinateurs qui ont des RAM de 2 Go, 4 Go, 8 Go et plus seront des ordinateurs beaucoup plus performants ou beaucoup plus rapides que ceux-là qui en ont moins. Donc, c'est lié au fait que dès lors que l'ordinateur démarre, la capacité d'information qui sont chargées sur cette mémoire-là est importante. Et ça permettait donc à l'ordinateur de ne pas aller plus loin certaines informations, il les a à portée de main. Donc, le délai de recherche est assez écourté et la capacité de stockage de cette mémoire-là est assez grande. Ça donne vraiment une très longueur d'avance sur les ordinateurs qui ont plus de capacité en mémoire RAM que ceux-là qui n'en ont pas. Et du fait que les informations sont chargées au démarrage de l'ordinateur et puis qui sont déchargées une fois qu'on éteint notre ordinateur, fait de cette mémoire-là une mémoire volatile. C'est pourquoi on l'appelle un peu ainsi, c'est une mémoire volatile ou la RAM. Donc, c'est une bonne différence à faire entre la mémoire RAM et la mémoire ROM. La mémoire ROM est établie dès la fabrication de l'ordinateur, donc c'est cette mémoire qui ne change pas, qui n'est pas volatile, ça reste figé. Et c'est cette mémoire ROM-là qui gère, par exemple, tout ce qui est horloge de l'ordinateur, tout ce qui est paramètres dans le BIOS, entre autres. Tandis que la mémoire RAM se veut une mémoire vraiment active du moment où elle charge rapidement des informations nécessaires pour le démarrage et le bon fonctionnement de l'ordinateur. Ça fait la différence entre les deux mémoires. Mais en marge de cela, on n'a pas que les mémoires ROM et RAM dans l'unité centrale, on a aussi des mémoires auxiliaires qui sont les mémoires que vous connaissez déjà, ce sont les mémoires de stockage en d'autres termes, qui vont donc permettre à l'ordinateur de stocker des informations qui ne sont pas subies ou soumises au démarrage ou à l'extinction de l'ordinateur, donc qui ne sont pas volatiles, qui sont des quantités de bits stockés sur la mémoire et qui sont vraiment disponibles pour l'utilisateur en termes d'écriture ou de lecture. Et j'entends par écriture toute la permission de pouvoir enregistrer une information, lecture, tout ce qui est exploitation, lecture, copie, mais aussi suppression de ces informations-là sur vos disques durs, sur vos clés USB et ou sur vos cartes mémoire. C'est bon à savoir que aussi la capacité de ces mémoires auxiliaires ont beaucoup évolué dans le temps. Depuis qu'on était, je ne sais pas si on retourne à 20 ans plus tard, il y avait des 256 mégaoctets de clés USB et on était vraiment très content de voir ces choses-là. Par après, les clés d'1 giga ou de 2 gigas étaient considérées comme de l'or. Mais aujourd'hui, on a des clés USB de très grande capacité, des disques durs à des téras de gigaoctets. Donc, les capacités de stockage explosent finalement. Donc,
Mais le comble, c'est que plus les capacités de stockage sont énormes de plus en plus, mais aussi leur utilisation prend de plus en plus de taille. Ce qui fait qu'on est tout le temps en quête de besoin de stockage. Quand on vous donne un ordinateur qui a 250 gigas de mémoire de stockage, eh bien, la prochaine fois, 2, 3 ans, 5 après, vous êtes à court d'espace de stockage. Il vous faut donc un disque dur externe. Et par après, si vous achetez un autre ordinateur, vous voulez avoir 1 Tera de disque dur. Donc, vous voyez jusqu'à quel point on peut être gourmand en capacité. Mais c'est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup d'informations qui, dans le temps, se numérisent. Autrefois, par exemple, quand on prenait des photos, c'était des photos, des clichés de photos qu'on gardait bien dans l'album photo. Bah, aujourd'hui, on prend des photos sur le téléphone, on prend des photos avec des appareils de photo numérique trop sophistiqués. Et alors, toutes ces informations sont censées utiliser de l'espace. Et un téléphone de 7 gigas, on peut prendre des dizaines de gigas d'images ou de petites vidéos. Surtout ceux-là qui ont des iPhones, qui aiment bien faire des photos. Alors, à un moment donné, il faudra bien stocker ces photos-là quelque part. Donc, le besoin en capacité, en espace de stockage est de plus en plus gourmand parce qu'effectivement, dans le temps, les données sont de plus en plus électroniques, sont de plus en plus numérisées. Et donc, on préfère même aller vers le numérique et laisser les papiers, les livres électroniques, on s'accroche de mieux en mieux au lieu d'aller acheter, par exemple, à la librairie de certains bouquins. Donc, tout cela a aussi un impact sur notre besoin à utiliser des espaces de stockage. Alors, quand on parle de périphérique ou de port pour les ordinateurs, c'est bon à savoir parce que, comme je le disais tantôt, nos ordinateurs ont différents ports et c'est bon de connaître un peu leur rôle. Pour la majorité, on le sait déjà, mais il y a certains ports aussi qui peuvent jouer peut-être les mêmes fonctions, mais avec des qualités différentes. On va commencer par le bouton d'allumage, ça tout le monde connaît, que ce soit sur les appareils électroniques de façon globale, hein, les téléviseurs, les radios, les téléphones, d'autres supports électroniques. Avec le bouton Power, on démarre son ordinateur. Donc, ça, c'est des touches connues. Et il y a aussi sur les ordinateurs des emplacements pour les cartes SD, donc les cartes mémoire. Il y a des ordinateurs qui ont des slots, des petites fentes verticales qui permettent donc d'insérer une carte mémoire pour utiliser comme une mémoire auxiliaire. Il y a certains ordinateurs qui ont aussi des prises pour le microphone, les micro-casques. Certains d'entre vous ont peut-être branché des micro-casques à leur oreille, branchés à leur ordinateur, pour servir de microphone, mais aussi pour servir d'écouteur. Il y a aussi des ordinateurs qui ont, je suis sûr, à 100% des ports USB, même si c'est un port ou deux, il y a forcément au moins un port USB. Et ces ports USB peuvent avoir des normes 3.0 qui sont des ports de plus grande vitesse. Généralement, ce sont des ports qui ont des couleurs bleues ou des couleurs blanches, tandis que les ports 2.0 ont standardement des couleurs noires. Il y a aussi des ports audio, des ports disc jack qui ne prennent pas en compte le microphone, donc qui transmettent juste l'audio, donc qui dérive finalement le son de votre haut-parleur vers votre écouteur, mais ils n'intègrent pas un microphone. On a aussi des ports HDMI. Ce sont des ports qui permettent de transmettre l'image et le son de votre ordinateur vers une sortie, hein, peut-être un vidéoprojecteur ou un téléviseur. Dans tous les cas, le HDMI a l'avantage de pouvoir transmettre et l'image et le son. Par exemple, si je dois faire ce cours-là, je branche mon ordinateur sur un vidéoprojecteur qui a une sortie audio. Si je joue une vidéo sur mon ordinateur, au lieu que le son soit diffusé depuis mon ordinateur, le son sera diffusé sur le vidéoprojecteur parce que le câble que j'ai utilisé, qui est donc le câble HDMI, prend en charge la dérivation du son en plus de l'image. Ce qui est tout le contraire sur le port VGA qui, lui, ne transmet que de l'image RGB. En fait, c'est l'image basique, en fait. Donc, avec des ports avec des pointillés sous forme de trapèze. Vous avez certainement vu ce port-là et vous ne l'avez pas manqué. Le port Ethernet, encore appelé port réseau ou encore port RJ45, vous permet de brancher un câble de connexion réseau. Connexion réseau RJ45 aussi, à l'occurrence. Et il y a récemment un port
de plus en plus sur les nouveaux ordinateurs, mais beaucoup plus sur les Mac, les Mac qu'on appelle le port USB-C. Ce n'est pas comme le port USB, c'est plus petit. Il y a certains téléphones aussi qui utilisent ce port USB-C qui permet donc de brancher certains adaptateurs. C'est un port aussi qui transmet de plus grandes capacités d'information, mais vraiment en miniature. Alors, bien sûr, certains de vos équipements sont, ou la majorité aujourd'hui, sont équipés de caméras, donc de web caméras, qui vont donc permettre à vous et moi, par exemple, de se voir à un moment donné. Donc, selon la marque de votre ordinateur, selon le modèle de votre ordinateur ou selon la génération d'ordinateurs, on peut avoir beaucoup plus d'équipements ou de ports que ceux qu'on a cités dans ce cours. Mais déjà, ça, c'est les classiques qu'on retrouve presque sur tous les ordinateurs. Parlons à présent des périphériques. Comme on l'avait dit sur le schéma précédemment partagé, on a des périphériques d'entrée et des périphériques de sortie essentiellement. Et ces périphériques d'entrée ont pour rôle pour donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir donner ou de fournir des informations à l'ordinateur à travers, par exemple, la souris et le clavier qui sont connus comme étant les périphériques d'entrée par défaut d'un ordinateur. Mais aussi, on peut avoir un scanner qui va nous permettre de numériser ou de digitaliser une information provenant d'un papier, par exemple un passeport qu'on veut numériser, une carte d'identité, un cours ou n'importe quoi d'autre, un extrait d'acte de naissance qu'on peut scanner et le garder dans l'ordinateur comme support électronique. Et ce qui est bon à savoir aussi, qu'il y a des dispositifs qui sont considérés comme étant des numériseurs, en fait, parce qu'ils transforment en fait un comportement ou un objet analogique en numérique. Donc ça, c'est l'exemple concret, par exemple, des scanners dont je citais. Par contre, les appareils photo, par exemple, est-ce qu'on va dire que c'est plutôt des périphériques d'entrée ou des périphériques ou plutôt des numériseurs? Eux, c'est l'appareil photo qui permet de capturer une information qui est déjà numérisée grâce à l'appareil photo numérique, mais la photo, elle est déjà numérisée parce que l'appareil photo en question a une mémoire de stockage. Donc, le brancher à un ordinateur permet juste donc de récupérer cette information numérique vers l'ordinateur. Donc, il joue plutôt un rôle de numériseur ou un rôle de mémoire de stockage que plutôt un rôle de périphérique d'entrée. Quant au périphérique de sortie, ça permet donc de visualiser ou de transmettre des données internes à l'extérieur. Par exemple, si vous voyez votre écran, vous voyez ce cours-là sur votre moniteur, sur votre écran, c'est que votre écran est un périphérique de sortie qui vous permet donc de visualiser une information que votre processeur a traitée. Par contre, une imprimante va matérialiser de façon physique une information que votre ordinateur a traitée, un cours, un agenda, n'importe quoi. Le vidéoprojecteur, lui, il va transmettre la même information. C'est comme un écran, mais un écran avec une résolution beaucoup plus grande. Quelque chose qu'on ne peut pas aussi toucher, bien entendu. Et le haut-parleur, c'est pour entendre. Donc, tous ces périphériques-là qui permettent à un utilisateur d'avoir une information à l'extérieur de l'ordinateur, donc de façon visuelle, de façon auditive ou encore matérialisée sous forme papier. Voyez-vous? Donc, ça, ce sont les périphériques de sortie. On a là quelques exemples classiques de périphériques d'entrée qu'on a cités et de périphériques de sortie. Cela m'amène à parler du langage informatique, langage dont vous avez déjà fait votre petite idée là-dessus, avec tout ce que j'ai parlé comme périphérique d'entrée et de sortie. Si vous comprenez le langage informatique, vous ne serez pas surpris de comment est-ce que les équipements informatiques marchent, ou du moins, comment est-ce qu'un ordinateur fonctionne. Tout commence par l'entrée de l'information. Donc, dans la zone rouge, on capture l'information. Grâce à quoi? Grâce au périphérique d'entrée. On écrit un nom, grâce au clavier, on fait entrer une information. D'accord? Avec la souris, on clique sur quelque chose, on fait entrer une information. On donne une instruction à l'ordinateur. Et une fois qu'on note ces informations, l'ordinateur va traiter cette information. Et le traitement, ou l'unité de traitement, c'est l'unité centrale. Et on sait avec précision quel est le composant qui traite vraiment l'information au sein de l'unité centrale, c'est le microprocesseur. Okay? Donc, l'information est traitée, puis par après, l'information sort de l'ordinateur ou sort de l'unité centrale vers les périphériques de sortie pour que nous puissions l'apprécier. C'est ça, c'est en trois temps. Donc, l'entrée de l'information, le traitement de l'information et la sortie de l'information. À chaque étape, il y a des périphériques ou des composants qui sont utilisés. Quand les périphériques d'entrée sont utilisés pour faire entrer l'information au niveau de l'ordinateur,
L'unité centrale va s'occuper de traiter cette information et on la faire sortir via la périphérique de sortie. Donc, le langage informatique est un langage en 3 temps qui consiste dans l'entrée de l'information, encore une fois, le traitement de cette information et la sortie de cette information. Ça paraît quelque chose de plutôt facile à comprendre et c'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les fonctions de la souris? Peut-être que vous allez peut-être sourire un peu. La souris a 4 fonctions essentielles. La première fonction, c'est le fait de pointer. Pointer sous-entend mettre le pointeur de la souris sur un élément. Par exemple, sur une icône sur le bureau, sur un raccourci. Ça s'appelle pointer. Et quand on pointe notre souris sur un élément, un dossier, un fichier, où que ce soit, généralement, on a une information qui s'affiche, qui va nous donner des détails par rapport à l'élément pointé. Ça peut être par exemple le nom de l'élément pointé ou la taille de l'élément pointé ou un détail ou un autre. Cette information s'appelle l'infobulle ou l'information qui est dans une petite bulle parce que dès lors qu'on fait glisser notre souris ou notre pointeur ailleurs, cette information est masquée. Ça, c'est pointer. Par contre, cliquer consiste non seulement à pointer l'élément en question avec notre souris, mais à appuyer brièvement sur la partie gauche de notre souris, qui va donc être sanctionnée par ce qu'on appelle la sélection. Sélectionner un fichier ou un dossier consiste à cliquer sur ce fichier-là ou ce dossier-là. Ça fait la différence. Et l'élément sélectionné va changer de couleur d'arrière-plan, le plus souvent foncé, selon les thèmes de notre ordinateur. Mais dans tous les cas, ce sera foncé. Il y aura une différence entre l'élément sélectionné et un élément non sélectionné. La troisième fonction de la souris consiste à double-cliquer. Double-cliquer consiste à faire 2 clics successifs sur le bouton gauche de votre souris. La conséquence donc de ce double-clic va permettre d'ouvrir un dossier ou bien d'exécuter un programme ou de lancer une application, peu importe. Ça va donner une action, en d'autres termes. Et finalement, déplacer un élément d'un point A à un point B par le cliquer-glisser est aussi une dernière fonction de la souris. Donc, quoi que vous fassiez, vous allez utiliser ces 4 fonctions avec votre souris. Mais bien sûr, vous allez me demander à quoi va servir finalement le bouton droit de la souris. Eh bien, le bouton droit de la souris permet de faire ce qu'on appelle d'avoir un menu contextuel. Quand on fait un clic droit sur un élément, on a ce qu'on appelle un menu contextuel. Pourquoi contextuel? Parce que ça va dépendre du contexte, effectivement. Selon le fichier cliqué, enfin, selon l'élément cliqué, clic droit, j'entends par là. Si c'est un fichier, on va avoir accès à un certain nombre d'informations en termes de menu. Ça m'envoie à l'aspect contextuel. Si je fais un clic droit sur une image, je n'ai pas le même contenu que si je fais un clic droit sur un disque dur ou une clé USB ou encore un dossier. Ça va changer. Mais dans tous les cas, je vais avoir un menu qui va donc s'appeler menu contextuel. Donc ça, c'est le rôle des clics droits qui va nous permettre d'avoir un certain nombre de menus pour pouvoir agir sur l'élément sélectionné. Mais bien sûr, le clic droit va aussi faire la sélection. On ne peut pas faire un clic droit sur un élément sans que l'élément en question ne soit sélectionné. Donc, voilà un peu l'essentiel du premier chapitre de ce cours-là. On va maintenant aborder les systèmes d'exploitation parce que c'est bien de connaître le matériel, mais c'est aussi bien de connaître la partie virtuelle parce que le système d'exploitation, comme vous l'avez vu sur le schéma qu'on a présenté, fait partie de la partie immatérielle ou de la partie virtuelle de l'ordinateur. Donc, on va s'y pencher un peu pour tirer l'essentiel de ce chapitre-là. Donc, OS, c'est autre chose que du operating system, comme je le disais tantôt. Et un système d'exploitation est compris comme étant un logiciel ou un ensemble de programmes qui va nous permettre donc d'utiliser notre ordinateur de façon optimale. On comprend donc qu'un ordinateur qui n'a pas de système d'exploitation, nous ne pouvons donc pas l'utiliser de façon optimale parce que ce n'est que du noir. On ne peut rien tirer du noir, en fait. Donc, l'ordinateur, dans sa conception, a évolué depuis très longtemps, on le verra, depuis le DOS, donc, qui était un écran noir où on écrivait les commandes, jusqu'à avoir une interface graphique vraiment soutenue, vraiment très, très astucieuse, où on a vraiment beaucoup de facilité à l'utiliser. Donc, ça, c'est un peu ce qu'on peut comprendre du système d'exploitation.
Mais à côté, il est bon aussi de parler de ce que c'est qu'un logiciel. Quand on dit qu'un système d'exploitation est un logiciel, alors le logiciel lui-même, il peut être compris comme étant quoi? Un logiciel est aussi un ensemble de programmes intégrés qui exécutent en fait, un ensemble de tâches. Et ces tâches sont reliées ou corrélées ou liées. Spécifiquement, cet ensemble-là regroupe, donc cet ensemble de tâches-là regroupe un certain nombre de commandes, qu'on parle de langage de commandes. Donc, derrière, il y a un langage que le logiciel doit comprendre, mais aussi il y a la gestion que le logiciel doit faire. Et ces gestions vont passer par gérer la mémoire, c'est-à-dire gérer les disques durs, gérer une clé USB qui est branchée, gérer une carte mémoire qui est branchée. Aussi gérer les différents fichiers qui sont sur l'ordinateur et gérer l'unité centrale et gérer les périphériques d'entrée et les périphériques de sortie. Donc, tout cela rentre dans les différentes tâches qui dépendent d'un logiciel. Donc, un logiciel qui tourne, par exemple, un logiciel de, on va dire, un logiciel qui va gérer, quel exemple je vais prendre pour m'illustrer correctement? Un logiciel qui va gérer le traitement d'images, par exemple. On voit des images où on rend les gens beaucoup plus jolis que dans la vraie vie. Je blague un peu. En fait, vous comprenez, on fait tellement de modifications. Donc, ce logiciel est censé gérer les périphériques d'entrée. Par exemple, il est censé gérer une souris. C'est-à-dire que si je mets la souris sur les yeux de la personne qui est représentée sur l'image, eh bien, le logiciel doit pouvoir comprendre cela. Le logiciel doit pouvoir récupérer cette image-là qui serait, par exemple, sur une clé USB branchée ou sur la carte mémoire que j'ai branchée à mon unité centrale, etc., etc. Donc, si je veux aussi imprimer cette photo depuis mon logiciel de gestion d'image, il doit pouvoir le faire et donc reconnaître les différentes périphériques de sortie branchées à mon équipement. Donc, un ensemble de tâches reliées sous-entend tous ces 5 éléments, que ce soit le langage de commande qui est utilisé derrière, que nous, humains, utilisateurs, nous ne voyons pas, mais c'est derrière, et la gestion de mémoire, des fichiers, de l'unité centrale de façon globale, mais aussi des périphériques. Donc, bref, la gestion de l'ordinateur. Donc, le logiciel doit être capable d'intégrer tout cela pour que nous puissions l'utiliser effectivement. Mais nous, on ne se rend pas compte de tout, en fait. Finalement, un système d'exploitation est un logiciel qui est essentiel au fonctionnement d'un ordinateur, de par ce que je viens d'expliquer, parce qu'il va fournir une interface qui est l'interface la plus géniale, si je peux me permettre ainsi, qui est donc compris comme étant ici, dans ce texte-là, interface homme-machine, par différents logiciels d'application. Le traitement de texte, si vous rédigez votre mémoire, vous allez voir le texte, c'est convivial en fait. Les tableurs pour gérer les tableaux, avec vos différents logiciels de gestion des bases de données, entre autres. Donc là, c'est dans une interface que vous comprenez. Parce que si vous voyez, vous lisez, vous comprenez, ça fait du sens. Mais derrière, ce ne sont que des successions de 0 et de 1, donc un langage de commande. Nous, on n'a pas besoin de comprendre ça en tant qu'humain. Donc, le logiciel a donc son rôle de servir d'interprète entre nous humains qui comprenons le langage sémantique et l'ordinateur qui, lui, comprend un langage binaire. Donc, en fait, le logiciel, il est l'interprète entre l'homme et la machine. On va représenter différentes couches pour comprendre le logiciel, en fait, comprendre ce qu'on entend par système d'exploitation ou la partie logicielle de façon globale. Tout est basé sur le noyau. Le noyau, il est au centre là, c'est là où on a la mention hardware, qui est considéré comme étant le noyau, donc le matériel. Donc, sur le matériel, on va donc ajouter une couche rouge là, qui est appelée la couche système d'exploitation, qui est donc le logiciel qui va servir d'interprète. Maintenant, sur cette couche rouge, on va mettre une couche jaune, qui est une couche virtuelle, une couche de logiciel, mais précisément une couche applicative, ou la couche des applications. C'est sur cette couche que nous allons installer les différents logiciels. Par exemple, Zoom va s'installer dans la couche jaune, mais Zoom ne peut pas s'installer directement sur du matériel s'il n'y a pas un système d'exploitation. Word ne pourra pas s'installer directement sur un ordinateur s'il n'y a pas un système d'exploitation. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez vous en rendre compte que si on veut installer un logiciel, il est demandé, ce logiciel s'installe sur quelle configuration, sur quel logiciel. Ah oui, ce logiciel peut s'installer sur Windows, ou non, ce logiciel va s'installer plutôt sur Linux, etc., etc. Donc, la couche applicative va dépendre de la couche OS. Et cette couche OS peut s'installer sur du matériel.
Et la dernière couche blanche est la couche utilisateur. Donc, c'est la couche que nous utilisons. Hein. On prend notre souris, on clique sur un élément, on voit un élément, on parle, donc on navigue. Ça, c'est la couche pour l'homme, en fait. C'est la partie homme-machine, en d'autres termes. Donc, qui parle de partie virtuelle, de partie logicielle, il est important de comprendre ces différentes couches et que toutes ces couches ont pour noyau le matériel. En termes d'historique, le logiciel, le software a vraiment évolué dans le temps, hein, depuis les années 64, où on a eu la conception d'IBM 360 à l'époque, qui a coïncidé avec les premiers systèmes d'exploitation. Eh ben, c'était, on va dire quoi, du binaire ou des lignes de commande. Et rapidement, les choses ont évolué, notamment en 1980, Microsoft qui a lancé une première version, hein, sur PC, qui sera donc disponible jusqu'en 2084, 4 ans plus tard. En fait. Ils ont abordé la question en 80, mais le projet ou le produit n'a pu être utilisé qu'en 84. Ben, on peut bien imaginer qu'à l'époque, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Hein. Mais cette année coïncide quand même avec une bonne évolution des systèmes d'exploitation en termes de graphisme. Plus loin, en 84, entre-temps, on a eu la première version de Windows, ce qu'on appelle Windows 1.0, bon, qui est en fait une extension de la partie DOS, qui est la partie ligne de commande de Windows principalement. Donc, c'était la première fois où on avait un graphisme qui a été très, bon, quand je dis très mature, en fait mature pour les années 80, on va dire. Là, après, les dates intéressantes ici, pour moi, vous aurez le temps de lire cela, mais je vais mettre l'accent sur les dates intéressantes parce que là, ça a coïncidé avec beaucoup de choses ou des révolutions ou en tout cas des choses importantes à savoir. Je vais notamment parler de 2001 où on a connu Windows XP. Peut-être que certains d'entre vous ont connu Windows XP. Ça a été un des systèmes d'exploitation ou plutôt une des versions de Windows les plus utilisées au monde, en fait. Windows XP, on a connu différentes distributions de Windows XP. Et le noyau a été vraiment maîtrisé par les ingénieurs. Et on a eu des distributions personnalisées du système d'exploitation. C'était quelque chose vraiment d'assez génial. Ça veut dire que moi, si je peux me lever un matin, bien sûr, si j'ai les compétences, je prends le noyau de Windows XP, je crée un système d'exploitation à mon nom, avec les icônes que je préfère, avec le graphisme que je préfère, avec les fonctionnalités que je préfère, un comportement de mon choix, entre autres. Donc là, on a connu un grand boom des distributions de Windows XP. C'est quelque chose vraiment de fameux qui est bon à savoir. Et en parallèle, il n'y avait pas que Windows XP qui était dans la danse. Hein. On avait MacOS aussi, donc la société Apple, qui avait aussi son travail à faire. Et en 2002, ils ont lancé leur version Jaguar de MacOS, qui était le MacOS 10.2, et qui a rapidement évolué l'année qui suit par une version qu'on a appelée Panther. En fait, ils donnent des noms de versions comme ça, assez amusants, mais ça montre les différentes versions, en fait. 2005, la version Tiger, entre autres. Donc, pendant ces années-là, on voit que Windows XP était assez stable, hein, Windows XP était utilisé, jusqu'en 2006 où on a vu Windows Vista. Enfin, Windows Vista, ça a été, je vais dire, la version la plus mauvaise de l'histoire de Windows. Hein. Ça a connu vraiment un échec. Mais s'il y a un père, s'il a un homologue dans l'échec, ce sera naturellement Windows 8. Windows 8 est l'homologue de Windows Vista. Ils n'ont vraiment pas connu de succès. Ils avaient beaucoup d'insuffisances, ils avaient beaucoup de failles de sécurité, ce qui a fait qu'ils n'ont pas vraiment trop duré dans le game et donc ils n'ont pas fait de long feu. Mais en 2009, Windows 7 a été une autre version améliorée après XP qui était vraiment stable. Même aujourd'hui, il y a des ordinateurs qui tournent encore sur Windows 7. Hein. Enfin, il y en a qui tournent encore sur Windows XP, mais il y a beaucoup plus qui tourneraient en Windows 7 que XP, par exemple, parce que c'était une version aussi assez stable à différents points de vue. Et par après 2015, bim, en fait, la grande révolution, Windows 10. Juste là, on est dans la move. C'est vrai que la sortie de Windows 11 est annoncée, mais officiellement, on n'a pas quelque chose d'assez stable. Mais Windows 10, qui a eu différentes mises à jour, est encore en 2021 dans la danse et qui est utilisé avec beaucoup de renforcement en termes de sécurité. Vu qu'on parle de système d'exploitation et qu'il n'y a pas que Windows, il y a aussi Android, la version Android 10
Android aussi a commencé son aventure avec Google il y a longtemps sur les smartphones, en l'occurrence. En 2017, par exemple, on avait la version Oreo, qui était une version aussi stable, mais avant, il y avait d'autres versions. Banana Bread, par exemple, si vous vous rappelez, en 2009, c'était une version même assez initiateur, incroyable. Mais aujourd'hui, c'est aussi une version qui se corrige, qui s'améliore au fil du temps. Donc, historiquement, les dates qui m'intéressent, moi, c'est déjà l'historique par rapport à Windows XP, qui me paraît quelque chose d'assez intéressant à savoir, mais de connaître aussi les cas d'échec dans l'histoire de Windows, parce que c'est le système d'exploitation quand même qui a une grande part du marché dans le monde. Et aujourd'hui, on est à Windows 10, mais aussi connaître que Apple aussi travaille et que Android aussi, qui est un système d'exploitation connu sur mobile, a aussi eu ces moments de gloire. Donc, si on peut résumer en quelques systèmes d'exploitation qu'on a connus, qui sont bien, c'est notamment Windows avec sa distribution XP, Vista, 7, Windows 8, 10, qui sont utilisés sur des terminaux PC, donc des ordinateurs personnels, et le responsable ou le concepteur serait Microsoft. Tandis que MacOS, en citant son exemple Leopard et Catalina, sont aussi sur des PC, mais plutôt conçus par Apple. L'Unix, Ubuntu, en fait la distribution Ubuntu, Debian, mais là je vous fais économie d'autres distributions comme Kubuntu ou comme Edubuntu, qui sont des distributions éducatives en fait de l'Unix qui sont libres. En fait, la différence entre l'Unix et Mac et aussi Windows, c'est que l'Unix est open source, c'est-à-dire que c'est ouvert, c'est gratuit, tandis que les deux autres, là, Windows et Mac, sont vraiment payants, c'est des licences propriétaires. Même si vous avez vos Windows qui sont craqués, pour lesquels vous n'avez pas payé la licence, mais à la base, c'est payant. Alors, Android aussi est ouvert, mais lui, il est sur les terminaux mobiles et c'est Google qui est propriétaire de ce système d'exploitation. Le iOS, c'est le système d'exploitation des iPhones gérés par Apple. Et Windows Mobile, enfin, il y a des téléphones Windows, pas très nombreux dans nos continents, mais beaucoup plus aux États-Unis, je crois. C'est Microsoft qui s'occupe de ça. Leur évolution est assez fruste, mais je pense qu'ils font aussi un peu d'efforts. Donc, parlant des caractéristiques essentielles d'un système d'exploitation, ça c'est quelque chose qui est bon à savoir, c'est que tout système d'exploitation doit pouvoir fournir une interface utilisateur, donc cette interface homme-machine qui va nous permettre d'utiliser notre ordinateur, peu importe qu'on soit sous Mac, peu importe qu'on soit sous PC ou Windows, peu importe qu'on soit avec un autre Android, qu'on soit sous Linux, on doit pouvoir interagir avec notre ordinateur et cela de façon conviviale. Le système d'exploitation doit assurer la gestion des tâches, les différentes tâches qu'un ordinateur doit exécuter, assurer la gestion des périphériques, donc on va pouvoir utiliser nos souris, nos claviers, nos haut-parleurs, etc. Il va pouvoir nous gérer aussi les différents fichiers. Si on a nos documents, on va pouvoir les copier, les renommer, les supprimer, les restaurer, entre autres. Et gérer aussi la mémoire dans la grande définition du terme, que ce soit la mémoire interne de votre ordinateur ou que ce soit la mémoire auxiliaire ajoutée. Le système d'exploitation est censé gérer tout cela. Maintenant, pour chaque caractéristique en termes de fourniture d'interface utilisateur, par exemple, il est bon à savoir que c'est tout ce qui concerne la personnalisation finalement de notre ordinateur, en passant par les profils d'utilisateur, là, je fais allusion à votre fond de bureau, à votre nom utilisateur, au comportement que votre ordinateur peut prendre selon le OS qui est installé là-dessus. Donc, tout cela rentre dans le cadre de la personnalisation finalement. Et cela se passe dans l'interface utilisateur. Et c'est aussi l'idée ou le moment de rappeler que de plus en plus, un système d'exploitation est censé gérer un ou plusieurs utilisateurs à la fois. Imaginez que j'ai un ordinateur à la maison, il y a différents enfants et pour chaque enfant, il faut qu'on puisse créer un compte utilisateur pour que chacun puisse rester finalement dans son environnement de travail parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, parce qu'on veut aussi renforcer la sécurité, parce que là aussi, c'est une idée.
Un ordinateur avec la même session utilisée par tout le monde, ben, on peut supprimer des fichiers, tandis que l'autre en a besoin, etc. Donc, on peut bien vous imaginer. Donc, pour pallier à ces problèmes-là, souvent, on crée des comptes pour chaque utilisateur. À ce moment-là, chaque utilisateur va rentrer dans sa session, faire son travail, sortir après. Ça fait allusion à une maison et différentes chambres. Donc, chacun a la clé de sa chambre, qui est donc considérée comme étant le mot de passe. Eh bien, si vous rentrez dans votre chambre, c'est votre environnement, c'est votre organisation, c'est vos affaires personnelles. Par après, si vous sortez avec votre clé et quelqu'un d'autre rentre dans sa chambre, etc. Donc, l'interface utilisateur accepte plusieurs utilisateurs et c'est pourquoi on parle du système multi-utilisateur. Donc, un operating system ou un système d'exploitation doit être multi-utilisateur. Et bien sûr, multitâche par défaut. Le deuxième caractéristique qui concerne la gestion des tâches, on va dire déjà c'est quoi une tâche. Une tâche, c'est un ensemble de logiques d'opération provoquant l'exécution d'un programme ou d'une partie d'un programme. Et le système d'exploitation, à l'occurrence, est chargé de cette exécution, est chargé de suspendre, donc de mettre en pause cette tâche-là ou d'arrêter carrément les différents programmes qui concourent à l'exécution de cette tâche. C'est pourquoi, par exemple, un exemple, c'est si vous jouez une vidéo ou un fichier audio, vous avez la possibilité de mettre pause à un moment donné sur le fichier. Donc, la lecture s'arrête à un moment donné et vous continuez après. Et le système est censé aussi pouvoir gérer stop. Si vous décidez d'arrêter une tâche, on peut carrément arrêter la tâche. Donc, il doit pouvoir gérer ça. Alors, la gestion de cette tâche-là se fait de différentes façons. On peut le faire en multitâche ou en monotâche. Les tâches peuvent être aussi scindées en différents éléments, c'est-à-dire en thread. L'exemple, c'est que si vous voulez faire du thé, vous devez d'abord chercher du feu, vous devez avoir votre théière, vous devez avoir de l'eau, du sucre à côté. Par exemple, si le feu n'est pas attisé, vous pouvez commencer par attiser le feu. Par après, vous posez votre théière sur le feu et dans laquelle vous avez mis une certaine quantité d'eau peut-être ou de vos grains de thé déjà selon le type de thé que vous voulez faire, bouilli ou infusé, bref. Donc, une tâche peut être scindée en différentes sous-tâches, ce qui permet d'alléger leur exécution et c'est ce qu'on appelle ici les threads. En fait. C'est une façon d'illustrer ce que l'ordinateur peut faire en fait, derrière. Mais ces tâches-là ou leur exécution, nous, étant hommes, on ne le voit pas faire parce que ça se passe en arrière-plan. Et bien sûr, un ordinateur aujourd'hui ne va pas faire exécuter une tâche seule à la fois. Il gère plusieurs tâches en même temps. Donc, un système d'exploitation est plutôt multitâche que monotâche. Donc, multitâche, c'est lorsqu'on peut faire fonctionner l'ordinateur ou faire fonctionner plusieurs programmes, plusieurs tâches simultanément au même moment. Donc, au même moment où je joue ma musique, au même moment où je fais ma rédaction du mémoire, au même moment où je fais mes analyses de données, je suis en train de surfer sur Internet, au même moment, mon antivirus est en train de faire la recherche des virus en arrière-plan, etc. Donc, l'operating system est multitâche. Comme deuxième caractéristique, le système d'exploitation est censé aussi gérer les périphériques de l'ordinateur. Bon, en fait, la gestion de ces périphériques va dépendre de la présence ou de l'utilisation des petits programmes qu'on va appeler des pilotes ou des drivers, qui sont des petits programmes qui vont être utiles pour pouvoir reconnaître un périphérique au sein de l'ordinateur. Par exemple, si je branche une caméra externe à mon ordinateur peut ne pas reconnaître ce périphérique-là. Pour qu'il le reconnaisse, il faut qu'on ajoute un petit fichier qui va donc permettre de reconnaître ce matériel qui vient d'être nouvellement branché à mon ordinateur. Ce programme ou ce fichier s'appelle le driver. Donc, il est indispensable pour que mon matériel puisse marcher correctement. Donc, ça, c'est une notion importante. Mais de plus en plus, pour les matériels couramment connus ou fabriqués par les fabricants, les concepteurs d'ordinateurs prennent en compte déjà ces drivers-là dans le système d'exploitation. Ce qui fait que quand on a un ordinateur neuf, avec tous les périphériques de l'ordinateur, tout marche correctement. La caméra, elle marche, les haut-parleurs marchent, la souris, eh bien, elle marche, à moins que ce soit une souris plug-and-play. Et même si c'est une souris plug-and-play, c'est que son fonctionnement est connu. Et si son fonctionnement est connu, c'est que certainement, il y a un pilote qui permet de reconnaître ce matériel-là, donc il marche correctement. Donc, c'est ça un peu l'intérêt de ce caractéristique-là, à pouvoir gérer
les périphériques. Alors, pour le quatrième caractéristique qui se veut de gérer aussi les fichiers, eh bien, un système d'exploitation doit nous permettre cela parce que c'est un besoin presque courant, le fait de pouvoir créer un fichier, de pouvoir en modifier le nom, le contenu, le déplacer d'un dossier à un autre, de pouvoir aussi supprimer au besoin. On doit pouvoir gérer tout cela. Et le système d'exploitation donc, va gérer le fait que le fichier soit verrouillé ou pas. Donc, verrouillé si c'est seulement en lecture, donc protéger contre toute écriture, l'écriture qui se veut faire les modifications. Il doit finalement s'occuper de l'organisation et de l'emplacement des fichiers. Soit que mon fichier il est sur mon disque dur, il est dans le répertoire A ou dans un sous-répertoire B ou A.B ou sur un autre disque, peu importe, il doit pouvoir le gérer. Alors, un aspect important qu'on va parler ici, en lien avec la question des fichiers, c'est que on a souvent des systèmes de fichiers qui nous permettent de reconnaître certains supports de stockage. Et ce format-là, initialement, c'était le FAT, en fait, avec les clés USB de première génération, le Fast Valid File Allocation Table, qui était sur les clés USB à l'occurrence. Et après, avec le système d'exploitation Linux, un système de fichiers, c'était le X2. Et le NTFS est quand même aujourd'hui le système de fichiers sécurisé, stable, que ce soit d'un point de vue clé USB, disque dur, mais aussi disque dur interne des ordinateurs. Donc, ce NTFS, qui veut dire New Technology File System, est plus sécurisé, moins vulnérable que son prédécesseur FAT qui était sur les clés USB de première génération. Et d'ailleurs, même certaines clés aujourd'hui existantes. L'exemple est que si vous voulez formater une mémoire auxiliaire, comme une clé USB de 2 Go, 5 Go, vous avez la possibilité de choisir dans le système de fichiers le FAT ou le FAT32. FAT32, cette FAT32, ça montre un peu le niveau de maturité ou de stabilité du FAT, mais quand même, le FAT est toujours plus vulnérable que le NTFS, qui est aujourd'hui le système de fichiers le plus connu et le plus utilisé avec les ordinateurs. Tandis que le X2 est plutôt réservé pour le système d'exploitation Linux, qui est le système de fichiers couramment utilisé. Le cinquième caractéristique qui permet d'assurer la gestion des mémoires va permettre donc à notre machine, à notre ordinateur, de pouvoir gérer notre mémoire, notre disque dur interne ou externe. Dans ce sens où on doit avoir la capacité ou la possibilité de diviser notre disque dur, et ce de façon virtuelle bien sûr, en 2 ou plusieurs parties. Imaginez que vous avez un disque dur de 500 Go et que vous l'utilisez comme tel et que votre ordinateur crache à un moment donné. Donc, il y a des chances que c'est tout le contenu de vos 500 Go qui peuvent s'envoler. Pour éviter ça, on peut scinder le disque dur en 2 parties. Une partie peut-être C, une partie D, et que sur cette partie D, on peut sauvegarder certains fichiers qui ne sont donc pas qui n'est donc pas la partition où nous avons le système d'exploitation. Dans ce cas-là, si jamais notre système d'exploitation crash, eh bien, c'est la partie C qui a un problème, mais nos données restent sauvegardées dans la partie D. Et bien sûr, on ne va pas prendre une scie pour diviser notre disque dur en 2 parties. Cette division, cette partition est virtuelle. Donc, le système d'exploitation doit nous permettre de faire de telles opérations. Donc, partitionner en 2, 3, 4 partitions, comme on le dit bien, est une caractéristique de notre système d'exploitation. Alors, pour terminer, on va dire que les systèmes d'exploitation possèdent quand même des caractéristiques communes, que ce soit sur Linux, que ce soit sur macOS, quelle que soit leur distribution. Ils assurent ces 5 caractéristiques. Ils font la même chose, en d'autres termes. Eh bien sûr, mais l'environnement de choix du OS va dépendre de l'utilisateur. Moi, je suis plus à l'aise avec l'environnement Windows que l'environnement Mac. Eh bien, quelqu'un d'autre peut être plus à l'aise dans un environnement macOS que dans un environnement Windows et vice-versa. Donc, selon les applications que nous utilisons, selon nos besoins et selon notre préférence, on peut être amené à avoir un ordinateur spécialisé ou un ordinateur adapté à notre besoin. C'est ça le plus important. Parce que bien sûr, après ce cours, vous pouvez vous demander, mais finalement, c'est quoi le système d'exploitation à avoir?
eh ben, il n'y a pas un critère qui va dire que bon, vous avez besoin de tel système d'exploitation. Le système d'exploitation que vous devez utiliser est dépendant de vos besoins, est dépendant de votre capacité à l'utiliser, est dépendant de votre productivité en d'autres termes. Quelqu'un qui travaille par exemple dans le multimédia a beaucoup plus de facilité à utiliser un Mac. Pourquoi? Parce qu'ils sont connus pour être des systèmes d'exploitation beaucoup plus rapides, beaucoup plus performants pour gérer tout ce qui est traitement d'image, pour gérer tout ce qui est traitement de vidéo, parce qu'ils ont vraiment des configurations qui soutiennent ce genre d'activités. Par contre, nous, si nous voulons, je ne dis pas que les Windows ne le font pas aussi, mais si nous avons un besoin moins gourmand en mémoire, moins gourmand en matériel, moins gourmand en puissance, eh bien, on n'a pas forcément besoin d'un Mac. On peut se contenter d'un Windows, d'un PC Windows. Et ça le fait. Et moi, personnellement, j'utilise Windows. Ça répond nettement à mes besoins. Par contre, je ne suis pas à l'aise avec un environnement Windows si c'est pour faire le même travail que je fais avec Windows parce que je n'ai pas le besoin. Si ça apprendre dans un nouveau environnement. Mais par contre, quelqu'un qui gère des serveurs, quelqu'un qui gère tout un parc réseau avec un accent mis sur le open source est plus à l'aise d'utiliser Ubuntu serveur ou client pour gérer son parc réseau, etc. Ça a nettement son avantage aussi en termes de sécurité. Donc, voyez-vous que le besoin, c'est encore relatif, c'est encore utilisateur dépendant. Donc, je vous remercie pour votre attention sur ce premier cours. On va prendre 10 minutes si vous avez des questions afin de répondre à ces questions-là. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous donner la parole si vous avez des questions. Est-ce que vous savez lever la main si vous voulez poser la question? Ah oui, il y en a deux. Il y a deux mains levées. Je vous donne la parole, terminé, et puis après, je vais le donner au docteur Osmanli qui ont levé leur main pour demander la parole. Docteur Tembiné, vous avez la parole. Je vais couper mon microphone pour mieux vous écouter. Merci, docteur Sawadogo, pour cette introduction très, très intéressante. Et à travers vous, nous remercions toute l'équipe de Professeur Lee. Vous m'attendez, docteur Sawadogo? Absolument. D'accord. Donc, la question que j'ai par rapport au système d'exploitation, j'avais entendu que le système Ubuntu ne reconnaît pas certains virus informatiques et qu'il est plus sécurisé que Windows. Selon vous, est-ce que ça c'est correct ou bien? Je vous remercie beaucoup, docteur Tembiné, pour cette question. C'est une bonne question et c'est quelque chose dans le domaine informatique dont nous parlons, bien entendu. Oui, je peux dire que Ubuntu est vraiment plus sécurisé en termes de tout ce qui est infection virale, etc., que Windows. Parce que Ubuntu, en fait, non seulement que c'est open source, mais c'est beaucoup plus soutenu, ça ne donne pas autant d'ouverture que Windows. Windows, son problème, c'est que l'environnement est beaucoup plus connu, d'une part, mais il y a énormément d'applications qui peuvent se greffer sur ça pour faire… En fait, il y a énormément de failles, mais je ne dis pas que là, Windows, par défaut, est vulnérable, hein, mais la vulnérabilité, on sait bien que ça dépend de beaucoup de choses. On peut avoir un système déjà qui peut avoir un niveau de sécurité, mais l'utilisation peut faire en sorte qu'on crée des failles. Mais en termes de comparaison, l'Unix serait beaucoup plus renforcé en sécurité que Windows. Oui. D'accord. Merci, docteur Sawadogo. Au plaisir. Merci. Bien. Je donne la parole à présent au docteur Osmanli qui a levé la main. Nous vous écoutons, docteur Osmanli. Bonjour. Bonjour, est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, nous vous entendons et nous vous voyons. Ok, merci bien. Alors, c'est le lieu
de vous remercier tous d'avoir participé à ce cours. Nous savons que les débuts ont été un peu difficiles. La raison est très simple. De part et d'autre, on a eu quelques imprévus. Moi-même, j'ai fait un déplacement vers le Canada, donc je suis en quarantaine actuellement. Donc, ceci expliquant cela. Je vois qu'il y a 15 personnes qui sont connectées. Ça, c'est une très, très bonne chose. Donc, je voudrais que vous nous dites après ceux qui ont eu des soucis de connexion, est-ce que le son a marché ou pas, donc pour qu'on puisse s'ajuster et qu'on regarde les choses. Et je remercie le docteur Savado pour la qualité de la présentation. C'est juste pour faire ça. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Dr. Lee. On va donner la parole à Aminata Kojo. D'accord. Bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, nous vous entendons, Aminata. D'accord. Nous remercions. Par contre, il y a un retour de l'écho sur votre microphone. Est-ce que votre haut-parleur, si vous avez un écouteur, c'est bien de le mettre sur la prise audio de votre ordinateur. Sinon, c'est comme si on entend tout ce qui sort de votre ordinateur. Donc, ça, c'est assez aigu. Sinon, au pire des cas, vous pouvez utiliser le module de chat pour poser votre question. Je vais le lire. D'ici là, si vous êtes d'accord, je peux donner la parole à Jabi MLPM. Je ne sais pas ce que veut dire MLPM, peut-être Mali Primature, Premier ministre. Jabi, vous avez la parole. Merci, docteur Savado, de m'avoir donné la parole. Vous m'entendez? Oui, vous êtes entendu, Monsieur Jabi. Ok, merci. Donc, je viens m'avoir à faire le nécessaire pour vous remercier pour moi, je n'ai pas de questions, mais c'est des soucis. On peut se le permettre à cette phase. Je ne sais pas si mes collègues également ont été confrontés à ces soucis. C'est des non-problèmes par rapport à la tonalisation, à la tonalité. Est-ce que, M. Jabi, vous avez eu du mal à m'entendre? Est-ce que c'est ça? Oui, voilà, on avait vraiment du mal à entendre pour des grandes explications par diapositive. Ou encore le matériel utilisé à notre niveau, je ne sais pas si mes collègues également ont... Ça a été pareil pour toute la présentation ou une partie de la présentation? Avec les mêmes soucis. Ok, je vous remercie, M. Jabi, pour cette remarque. Je voulais savoir si c'était pendant toute la présentation que vous n'avez pas entendu ou si c'est par moment que vous avez eu des difficultés à entendre. Oui, comme je vous ai écrit au cours de la présentation, il y a des moments où ça crachait. Il y a des moments où même vous continuez à parler, mais malheureusement, on n'a pas. D'accord, je comprends. Ça peut être lié à la connexion, ça peut aussi être lié oui, essentiellement à la connexion, je pense. Mais si ça a été pareil pour tout le monde, vous le direz aussi dans le module de chat. Je vous remercie pour cette remarque-là. Je vais donner la parole à Dr. Drissa Berthet qui a levé la main, puis après on va le donner à Doumbia. Dr. Drissa Berthet, vous ouvrez votre microphone et vous posez votre question ou commentaire rapidement, parce qu'on va faire un deuxième cours. Ok, merci Savado. Merci beaucoup pour cette
brillante présentation. J'ai juste une petite question par rapport au période de sortie. Donc, dans les images, j'ai vu un microphone. Donc, je voulais savoir, le microphone, c'est une périphérie de sortie ou bien c'est une périphérie d'entrée? Merci. Je vous remercie beaucoup pour votre question, Dr. Berthier. Merci. Je vais répondre rapidement. Le microphone est un périphérique d'entrée parce que ça permet de capturer le son de l'extérieur pour le transmettre à l'ordinateur afin d'être traité puis de ressortir sous forme audio ailleurs. Et je profite aussi pour répondre à une question posée dans le chat qui demandait quelle est la différence entre un logiciel et une application. Il n'y a pas de différence. Un logiciel, c'est aussi une application. Ce sont des mots synonymes. On peut aussi dire un programme. Donc, application, programme, logiciel, ce sont des termes utilisés pour dire la même chose. Ils sont tous de la partie immatérielle de l'ordinateur, donc des logiciels. À présent, je donne la parole à Dr. Doumbia. Bonsoir, Dr. Sawadou. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Posez votre question. Ok. En fait, merci pour la qualité de la présentation. Et l'une de mes questions a été répondue. C'était la différence entre logiciel et l'application. Ma deuxième question, c'est par rapport au niveau de... Si vous pouvez expliquer un peu la notion de couche. Je n'ai pas bien compris à ce niveau. La notion de quoi? La notion de couche. De quoi? De couche, de couche. Les différentes couches que vous avez expliquées. Ah oui. Voilà. Voilà, c'était ça. Merci beaucoup. Oui, je vais bien entendu réexpliquer les différentes couches logicielles. Peut-être permettez-moi de remettre la diapositive, comme cela on va en parler et vous pourrez mieux voir en fait. Donc, si je retourne rapidement. En fait, là, voilà, on est là. En fait, ici, ce schéma nous montre comment est-ce que la couche logicielle, enfin, la partie immatérielle de l'ordinateur est posée sur le matériel. On avait initialement vu que pour qu'un ordinateur puisse marcher, il faut une partie matérielle et aussi une partie immatérielle ou une partie logicielle ou une partie virtuelle, d'accord? Maintenant, le hardware, qui est la partie matérielle, sur elle, on va donc installer un système d'exploitation. C'est la couche rouge. Première chose. Maintenant, si on installe le système d'exploitation, on a besoin après des logiciels, par exemple comme le Word, comme Zoom, comme VLC, comme Firefox. Tous ceux-ci sont des logiciels hein, ou des programmes ou encore des applications et ils vont s'installer sur la couche rouge, là, donc la couche système d'exploitation. D'accord? Mais eux aussi, ils ne peuvent pas s'installer directement sur le hardware. Il faut qu'ils s'installent sur une couche de système d'exploitation. Maintenant, ces logiciels-là, donc sur la couche jaune, vont nous permettre de les utiliser. De les utiliser à partir de la couche blanche qu'on appelle la couche utilisateur. Okay? La couche pour nous, la couche donc interface homme-machine. C'est ce que ce schéma va vouloir dire. Donc, en gros, la couche rouge, jaune, blanche sont tous logiciels virtuels qui sont donc sur le matériel. Et parmi ces différentes couches, on voit l'ordre dans lequel ils sont utilisés ou bien ils sont organisés voilà, dans l'ordinateur. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que si vous me dites un jour que Microsoft Word, Office Word est une application, effectivement, c'est le cas, et que vous me dites que vous l'installez directement sur du matériel là, je vous dirais non. Il faudrait l'installer sur un matériel, oui, mais qui a un système d'exploitation, qui a un OS, donc qui a déjà cette couche rouge-là, comme Windows, par exemple. Donc, c'est ce que ça va vouloir dire. J'espère que j'ai répondu à votre question, Dr. Doumbia. Oui, j'ai compris. Merci, Dr. Sawadou. Merci énormément à vous aussi. On demande aussi de revenir sur la notion du FAT et du NTFS. Alors, le FAT et le NTFS,
ce qu'il faut comprendre, c'est que le FAT était considéré comme étant un système de fichiers pour les clés USB ou les supports de stockage auxiliaire dans le passé. Mais bon, même aujourd'hui aussi, ça existe. Hein. C'est juste pour permettre à une clé USB ou un support de stockage d'être reconnu. Mais chaque matériel va utiliser je parlais d'un module de pilote, de driver, ce petit logiciel ou ce petit fichier qui permettra à l'ordinateur de reconnaître ce périphérique-là. Donc, à titre d'exemple, pour mieux illustrer ce cas-là, donc ce fichier-là, qui était utilisé sur les clés USB ou les disques durs, peu importe, était le FAT avant. Plus loin, on a découvert le NTFS, qui était un système de fichiers beaucoup plus sécurisé, qui prenait en compte les disques ou les supports de stockage de plus grande capacité et beaucoup plus fiable. Donc, aujourd'hui, même vos clés USB peuvent accepter le format NTFS, mais aussi le FAT. Mais par exemple, une clé USB de plus de 5 Go, difficilement on va supporter le FAT parce que ce n'est pas vraiment fait pour ça. Il ne pourra pas traiter les fichiers avec ce genre de système de fichiers. Donc, pour faire court, FAT et NTFS sont des systèmes de fichiers pour les périphériques de stockage ou les mémoires de stockage. Et le NTFS est le système de stockage ou le système de fichiers plutôt le plus soutenu, le plus sécurisé. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme réponse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mains? Aboubakrine, puis après, on donne la parole à Techno BC3. Aboubakrine, vous pouvez rapidement poser votre question. Dans 5 minutes, on va commencer le... Bonjour. Voilà, merci beaucoup, docteur. Je m'excuse, j'ai plein de mes excuses pour le retard. J'avais des soucis de connexion, quoi. Et j'ai une remarque par rapport à la vidéo que les gens mettent, quoi. Parce que sur le cours que vous avez envoyé, oui, vous avez dit que si on utilise la vidéo, ça consomme beaucoup de connexions, beaucoup de C'est vrai, c'est vrai. Maintenant, si les gens posent les questions, on a du mal à entendre. Donc, je pense que s'ils peuvent couper la vidéo, oui. Et c'est le même système à l'audio, je pense que ça pourrait résoudre un peu le problème, quoi. C'est une bonne suggestion, Aboubakrine, je suis d'accord. La preuve est que moi, j'ai coupé ma caméra parce qu'en effet, j'ai peur d'éviter des problèmes de transmission médiocre de mon audio et de l'écran que je partage, qui est beaucoup plus important que la vidéo, quoi, à mon avis. Okay, mais au besoin, on pourrait demander aux uns aux autres d'afficher leur caméra pour qu'on puisse la reconnaître. Mais je pense qu'on a eu la chance de se voir à la réunion de démarrage là. Non, moi, je n'étais pas présent. Ouais. Moi, je n'étais pas présent. Ah oui, d'accord. Mais ce n'est pas grave. Une photo de profil, ça nous dit qui vous êtes et c'est souvent bien. Merci beaucoup pour la remarque. À présent, on va donner la parole à Techno BC3. Vous comprenez, Techno BC3, ce n'est pas très familier. Je suis désolé. OK. Bonsoir. Vous avez un grand retour de votre micro, un écho? Oui, c'est Dr Diakité Mamadou. Ah ben, Dr Diakité, OK. Voilà, justement, Dr Suleiman, vraiment, je vous remercie pour la qualité de la présentation. Et sur ce, j'ai une question concernant le Windows, la dernière version. Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur Diakité, continuez. OK, voilà. Donc, ensuite, par rapport au système d'exploitation, est-ce que ce système-là même, c'est un logiciel ou on ne peut l'appeler que système d'exploitation? Merci beaucoup pour votre intérêt et votre question, docteur Diakité. Je sais que cette notion vous fatigue beaucoup. Un système d'exploitation est un logiciel. D'accord? Tout ce qui concerne la partie virtuelle de l'ordinateur peut être considéré comme étant directement ou indirectement des logiciels. Et le système d'exploitation, on va dire que c'est une catégorie de logiciels. Une catégorie de logiciels. Pour être plus clair, on va prendre un autre exemple qui est par exemple, on va prendre Excel. Excel aussi est une catégorie de logiciels qu'on va appeler les tableurs. Donc, quand Windows est un logiciel dans la catégorie des systèmes d'exploitation, Excel est un logiciel dans la catégorie des tableurs. Vous voyez un peu la nuance? Donc, les systèmes d'exploitation sont des logiciels.
Les applicatifs, généralement, sont aussi des logiciels. Maintenant, dans le groupe des logiciels, on a différentes catégories en fonction de l'orientation ou de la tâche que chaque logiciel fait. OK, OK. Ça répond à votre question? Bien sûr. Maintenant, la première, c'était Windows, la dernière version. Vous voulez connaître la dernière version de Windows? Oui, c'est de connaître quoi. Nous sommes à combien? Alors, il y a la sortie de Windows 11 qui est prévue. Mais c'est pas, il y a la version, avant la sortie de chaque version officielle d'un système d'exploitation, il y a ce qu'on appelle les versions bêta. Ce sont les versions qui sont mises sur le marché, que certains utilisateurs vont télécharger afin de tester pour voir les insuffisances, afin de les corriger avant la sortie officielle. Mais on s'attend imminemment à la sortie de la version 11. Mais d'ici là, on est toujours officiellement sur la version 10, avec bien entendu différentes mises à jour de sécurité. Donc, on peut avoir un 10.1, un 10.2, un 10.20 selon le niveau de sécurité des mises à jour, des packs de mise à jour, mais on est quand même dans Windows 10 encore. OK. Ces différents niveaux de sécurité dépendent des antivirus ou bien c'est intégré même au logiciel, au Windows? Ce n'est pas dépendant de l'antivirus, ça dépend même de ce que la société Microsoft offre en termes de mise à jour de sécurité. Parce que quand on lance un système d'exploitation, vous savez bien que des fois, les utilisateurs trouvent des failles de sécurité. Et s'il y a des failles de sécurité ou des choses qui doivent être renforcées, Microsoft va concevoir des packs de mise à jour pour que ces mises à jour soient appliquées. Donc, cette mise à jour du système d'exploitation est différente de la mise à jour de votre logiciel antivirus. OK. Voilà. OK, merci. Il n'y a pas de quoi, au plaisir.